Écoute, encore une fois, Cédric, merci de m'accorder de ton temps pour cette interview. Ma première question, elle est très simple. Comment tu vas et comment se passent tes entraînements? Écoute, ça va bien, grâce à Dieu. Et les entraînements, ça se passe bien. Si on me suit un peu sur les réseaux, ça fait un bon mois et demi que j'ai repris le chemin de la salle. Et ça fait aussi un bon mois et demi que je dois commencer la diète. Mais là, j'ai commencé il y a 2 semaines. Je me suis servi du début du Ramadan pour prendre de nouvelles résolutions alimentaires. Donc là, ça se passe bien, ça se passe bien. Malgré le Covid, donc ça se passe plutôt bien pour toi. D'ailleurs, en parlant de Covid, ben, tu as quand même enchaîné deux grosses victoires là, malgré le temps difficile que l'on passe. Donc l'une, c'était contre ton compatriote Karim Gadji, l'autre, c'était contre ton grand rival, on peut le dire, Murtel Groenart. Tu les as tous les deux stoppés avant la limite. J'aimerais savoir, Cédric, laquelle de ces deux victoires t'a le plus satisfait? Bien évidemment, pas celle contre mon compatriote marocain Karim Gadji, puisque étant moi-même marocain, mettre KO un autre marocain, c'est c'est assez difficile. Non, bien évidemment, c'est celle contre Murtel, parce que c'était celle qui était vraiment très attendue. C'était l'opposition que tout le monde attendait. Il y avait beaucoup de personnes qui jactaient, qui disaient que, bon, que Murtel avait ses chances, alors que moi, bon, je savais, j'avais déjà prédit l'avenir avec la fameuse vidéo promo à l'église. Mais bon, les gens ne me croient pas à chaque fois que je fais ça. On ne me prend pas au sérieux, on pense que je fanfaronne. Et finalement, bah, j'ai prouvé et c'était une victoire très satisfaisante parce que j'ai confirmé. Encore une fois, j'ai confirmé mes dires, j'ai confirmé ce que je pensais aussi. C'est-à-dire que j'étais vraiment le meilleur dans cette organisation, dans cette division. Voilà, incontestablement, et je n'ai que 28 ans. Donc, je ne cesse d'apprendre et de progresser. Et Karim Gadji, bon, c'était un combat qui, sur le papier, faisait rêver, et même dans le ring. Mais j'aurais aimé le faire un peu plus tôt, parce que Karim, il n'est pas tout jeune. Donc, il est plus en fin de carrière qu'à son prime. Donc, j'aurais aimé le faire avant pour qu'on ait une belle opposition, entre guillemets, équitable. Et puis il a remplacé Murtel aussi en short notice, faut dire Karim. Mais ce qui est sûr avec toi, Cédric, c'est qu'on connaissait Mystic Mac. Il y a aussi Mystic Cédric qui arrive à prévoir la façon avec laquelle tu t'imposes. Alors c'est vrai qu'avant la trilogie justement contre Murtel, on a senti que la tension elle était au maximal, notamment lors de la pesée. Est-ce que les tensions elles se sont apaisées depuis que tu l'as emporté pour la deuxième fois face à Murtel? Et explique-nous un peu le bif et le conflit avec Murtel, il vient d'où en fait? Alors ouais, ça s'est apaisé depuis parce que bon, en Murtel, c'est pas un Français, donc la mentalité, la bonne mentalité, on l'a. Donc avant le combat, il y a cette animosité, cette rivalité. Et une fois que les dés sont jetés et que la partie est terminée, ça y est, c'est fini, quoi. Il y a eu un vainqueur, il y a eu un vaincu, et le vaincu reconnaît sa défaite, et puis on avance. Donc, d'où vient cette animosité? Bon, c'est plus ouais, une grosse rivalité, en fait, parce que, bon, certaines personnes qui m'ont dit, en fait, c'est du cinéma. Non, c'est pas du cinéma, parce que il y a ça dans toutes les organisations, une petite rivalité entre deux combattants du même poids, ou alors entre deux combattants qui sont susceptibles de s'affronter à un certain moment de leur carrière. Et Murtel, bon, il y avait pas, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. C'était lui le rival de la catégorie. Il avait échoué 3 fois face à Nicholsken. Moi, j'ai réussi 2 fois d'affilée face à Nicky. Et, et là, j'étais le seul obstacle. Pour lui, j'étais le seul obstacle une fois que Nicky est parti. Il se disait, bon, Cédric Doumbé, il faut que j'ai sa tête pour avoir cette ceinture. Bon, malheureusement, il a réussi une fois parce que, bon, pour moi, c'était un gros vol à Chicago. Donc, j'ai eu un peu. J'ai essuyé ce vol-là à Chicago et ça m'a beaucoup porté préjudice parce que j'ai pris un gros coup dans mon ego. Et alhamdoulilah, derrière, ça m'a permis de travailler encore plus fort et de devenir meilleur et d'améliorer justement mes techniques, mes stratégies, etc. Et finalement, on en est venu à
bah, entre guillemets, à se détester un peu parce que bon, on a pu voir Murtel qui faisait n'importe quoi dans le ring, qui mettait des coups par derrière, qui était vraiment aux antipodes de l'esprit sportif. Et moi, derrière mon côté fanfaron, derrière ma grande gueule, entre guillemets, tout le monde, tous ceux qui savent lire entre les lignes, savent que je suis très respectueux et que je suis très modeste, très humble. Et tout l'inverse de Murtel. Et du coup, bah, il y a même des Hollandais qui m'ont envoyé des messages qui me disaient, ouais, faut que tu le défonces parce que nous, on ne l'aime pas, etc., etc. Ils n'aiment pas son image. Même au Mike's Gym, il y a des combattants du Mike's Gym qui me disaient, ouais, non, on n'aime pas son image, il fanfaronne un peu, faut que tu l'éteignes. Avec son survêt du Real Madrid. Ah, c'est ça, avec son survêt du Real qui squatte. Donc j'ai dit, bon, vas-y, pour vous, je vais l'éteindre. Et c'est de là où est née l'animosité. Et puis, c'est vraiment un client facile pour clasher. Moi, dès que j'allais sur son Insta, je voyais un truc, c'était trop facile. Dont le survêt que j'ai vu qui saignait pendant des années. J'ai dit, non, c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose. Mais en tout cas, cette rivalité, on va dire, elle était bénéfique non seulement pour toi, mais aussi pour lui. Et aujourd'hui, ton bilan chez Glory, il est tout simplement impressionnant, Cédric. Je ne sais pas si tu es au courant, mais dans quelques jours, ça fera 3 ans jour pour jour que tu es invaincu chez Glory. Donc, tu as remporté 6 de tes 7 derniers combats avant la limite. Bref, on peut dire que tu es le champion incontesté des poids welter de l'organisation. Justement, avec de tels résultats, est-ce qu'il te reste des challenges à relever chez Glory où tu arrives bientôt à ton terme avec cette organisation? Non, clairement, il n'y a plus de challenge, hein. Il y a- Je voulais battre les meilleurs à l'époque, c'était Nicholson. Dès que je suis arrivé, je l'ai battu. Donc derrière ça, il y avait juste. On me demandait c'était quoi mon challenge. Je dis mais j'ai battu Niki. Donc en vrai, il n'y a plus de challenge. Il n'y a pas plus haut que Niki. Et derrière, j'ai dit bon, mon ambition, c'est de défendre et de devenir le champion incontesté. C'est ce que j'ai fait. J'ai défendu, j'ai défendu, j'ai défendu. À un moment, on m'a volé. Je suis revenu. J'ai remis des KO. J'ai changé ma boxe. J'ai évolué. Je me suis professionnalisé. J'ai appris en fait au fur et à mesure. Je me suis professionnalisé, j'ai changé la diète, j'ai changé la prépa physique. Au final, je suis arrivé avec encore plus. Je suis arrivé en mettant que des KO. Et depuis justement, ce changement, cette évolution, cette amélioration dans ma préparation physique, dans ma diététique, j'ai mis que des KO, sauf Jimmy Vienno qui est allé au tapis, mais qui a réussi à terminer le combat. Mais sinon, c'était que des KO. Donc là, on voit vraiment que voilà, il n'y a rien à dire. Donc, c'est ce que je voulais montrer. Je voulais que quand on dise Glory, qu'on pense à moi directement. Tu vois, quand on dit Cédric Doumbé, on pense au Glory, au kickboxing. Incontesté, c'est la machine, le tueur, et voilà. The best, et tu y as réussi. Enfin, franchement, tu as réussi à le faire, hein. Maintenant, quand on parle de Glory, on parle de Bader Hari, on parle aussi de Cédric Doumbé. Alors, c'est vrai que je te parlais de challenge à relever. Tes fans, ils te demandent aussi c'est quand que tu vas signer finalement à l'UFC. Toi-même, tu en parles très souvent. Tu as vu t'entraîner récemment, je pense, avec le Belge 78 et ton coach, il me semble, Mehdi Othman en MMA ou en grappling. Où en est ta transition vers le MMA, justement, pour l'instant? Est-ce on y est presque? Bah, je peux pas trop en parler parce que contractuellement, c'est délicat. Il y a des choses que je peux pas dire. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, oui, je m'entraîne. Ça fait déjà, ça fait 2 ans, déjà 2 ans que je m'entraîne en MMA. On a pu me voir à la team Eke aux États-Unis. J'y ai été 2 fois. J'ai rencontré Mehdi Othman avec qui j'ai commencé, avec qui je suis toujours. On s'entraîne en grappling. On adapte ça on adapte le MMA. On fait de la lutte aussi. Donc, ouais, je suis en pleine transition, quoi. Je m'entraîne, ça me plaît, c'est pas trop difficile en plus de faire la transition. Même si le MMA, ça reste un sport à part entière et c'est très compliqué. Souvent, je vois des commentaires où il y a des gens qui pensent que je vais aller les mains dans les poches à mon premier combat en MMA et des gens ils pensent que je vais faire du pied-point alors que non. C'est pas parce qu'on ne voit pas mon évolution en lutte au sol que je ne travaille pas au sol. Donc ça, c'est très important de le savoir. Je suis en pleine transition. Maintenant, je ne peux pas donner de date vraiment précise. Mais en tout cas, les fans vont être servis. Ça va être, je vais les régaler.
Ça fait plaisir, on attend en tout cas l'annonce avec impatience. On va parler d'actualité chaude, c'est-à-dire l'UFC 261, notamment un certain Kamaru Usman, hein, Cédric, tu vois certainement où je vais en venir. Donc il s'est imposé assez brillamment face à Jorge Masvidal sur KO. Il a infligé en fait le premier KO à Masvidal sur 50 combats professionnels. Donc on parle bien de KO et pas de TKO comme Masvidal en a déjà subi au cours de sa carrière. J'ai cru comprendre que la performance de Kamaru ne t'avait pas impressionné tant que ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ben non, non, c'est comment dire, ça va être très simple. Bien sûr que non, ça ne va pas impressionner parce que les gens, ils sont pas dans le combat, les gens ne savent pas qui je suis, n'ont pas compris en fait qui j'étais. C'est-à-dire que j'ai beau parler, et dire que je suis le meilleur, les gens pensent que c'est juste une phrase comme ça et que voilà, je gagne par chance ou je ne sais pas quoi. Et en fait, bon, déjà, premièrement, nul n'est prophète en son pays. Donc, bien sûr, j'en attendais pas moins de certains Français hein, qui vont toujours, entre guillemets, lécher les fesses des étrangers. Deuxièmement, comment dire, à chaque fois, on ne me croit pas. C'est-à-dire que je l'avais dit que je battrais Nicky Holzken. On ne me croyait pas, on me dénigrait, on me disait que non, j'avais une grande gueule et qu'il fallait que je redescende sur Terre. Voilà, ça, c'était souvent ce qui revenait, redescend sur Terre. En fait, c'est typiquement, j'ai mis le doigt dessus, c'est un gros manque d'ambition. Les gens ne voient pas très loin. Ça, et ne pas avoir d'ambition, c'est très grave dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose. Et moi, ce n'est pas de l'ambition qui est liée à de la folie. Moi, c'est de l'ambition qui est liée au travail. Donc forcément, je vais y arriver. Et au talent. Et à la fois. Donc ça, c'est un cocktail qui fait que tu ne peux que y arriver. Les gens ne me croient pas. J'ai dit Nicholsken. Ils m'ont dit non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas bon. Nicholsken, il a battu tout le monde. Oh, ils étaient choqués. Franchement, respect. J'ai dit Murtel, mais non, il ne peut pas. Je vais l'éteindre. Murtel, il me disait, on l'a vu, on l'a à l'interview. Il dit attends, j'ai jamais été mis KO à part Harut. Et ce mec-là, il croit il me donne 2 rounds. Ce mec-là, il veut me mettre KO. Boum. KO, deuxième round. Ah, les gens me disent, ah putain, t'as parlé, t'as assumé, franchement, respect, d'accord. Ousmane, je vais l'éteindre. Ouais, mais non, mais attends, abuse pas non plus. Mais mec, je te le dis depuis le début. Je te dis depuis le début. Et là, tu ne me crois pas, tu doutes. Parce que c'est Ousmane, parce que tu viens de le voir mettre un KO. Mais je tape plus fort qu'Ousmane. Ousmane est un très bon lutteur. Et encore, on ne le voit pas. Voilà. C'est un très bon lutteur. Il a un physique impressionnant, très musclé, athlétique. Euh, il s'est amélioré en striking. Il s'est amélioré en striking. Mais ce n'est pas Cédric Doumbé. Israël Adesanya n'est pas Cédric Doumbé. Israël Adesanya n'est pas Cédric Doumbé. Il vient du pied-point et il est champion de l'UFC. Pourtant, ce n'est pas Cédric Doumbé. Alors imagine Cédric Doumbé qui frappe plus fort qu'Israël Adesanya, qui a un meilleur coup d'œil qu'Israël Adesanya, qui est tout simplement meilleur qu'Israël Adesanya parce qu'il arrive en tant que champion, incontesté en pied-point. Le striking, bien sûr, on va pas en parler 40 000 ans de mon striking comparé à celui d'Ousmane, qui est juste 10 crans au-dessus. Maintenant, oui, Ousmane est un très bon lutteur et si demain je l'affronte, bien sûr qu'il va aller me chercher en lutte. Mais qu'est-ce que je fais moi de mon côté? Je me gratte les fesses et j'arrive et je cherche à faire un combat de pied-point. Non, je m'entraîne. Mais si je le dis là, moi j'ai toujours prouvé que je ne parlais pas pour rien. J'ai toujours euh, démontré à mes fans qu'il ne fallait pas qu'ils doutent. Parce que quand je parle, j'assume. Et je fais tout pour assumer derrière. On ne le voit pas, mais je fais tout pour assumer et ça marche toujours. Le KO au deuxième round, c'est pas du bluff, tu y crois vraiment face à Ousmane? Et bien sûr, j'y crois. Et encore, deuxième round, c'est parce que, bon, même moi, je doute un peu de moi parce que quand je dis deuxième round. Sinon, Deux sinon en minutes 5 minutes, c'est plié en 5 minutes, tu vois. Et parce que je connais mon striking, je connais comment dire, je connais mes caractéristiques physiques, tu vois, mon allonge, etc. Non, il ne peut pas. Et je le vois combattre. Tu vois, c'est léger. C'est léger. Voilà, il y a juste en lutte où il fait peur. Mais en lutte, je suis là et je suis en train de continuer de m'améliorer. Et quand demain, si je combats, j'ai une date contre Ousmane, il y a un training camp qui va se mettre en place. On va pas boxer, faire que de la boxe pour un training camp. On va suer. Et tu parlais de lutte, tu parlais de progresser, et tout à l'heure, tu nous parlais de tes passages successifs chez Ekeye. Donc, pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est Ekeye, donc c'est une salle de MMA très réputée qui se situe à San José, en Californie, où sont entraînés Khabib, Cain Velasquez, Islam Makhachev, Daniel Cormier, et donc toi-même, Cédric. À quel point est-ce que... Où ils s'entraînent. Ce sont des adhérents, ils sont là-bas. Ils Ah s'entraînent. Il y oui, a voilà, Khabib, il y a, voilà.
À quel point tes passages chez Ike ils t'ont fait progresser en tant que combattant de MMA? Bah, ça m'a. Bah, déjà, j'ai mis un pied dedans, j'ai découvert un peu l'ambiance MMA. J'ai découvert un peu l'ambiance MMA et l'ambiance américaine surtout de combat. C'est-à-dire que ce sont des bosseurs, des mecs qui veulent apprendre, qui partagent beaucoup leur savoir entre eux et qui évoluent ensemble. Voilà, il y a une il y a une interdépendance qui fait que ça évolue vraiment entre combattants. Limite, même le coach, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ça, on apprend comme ça. Toi, tu viens du pied-point. Ah, j'aime bien quand tu fais ça. Viens, je te corrige. Moi, je suis un lutteur. Viens, je te corrige sur des prises et des positions. Et c'est comme ça que ça évolue en tournant, en fait. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, il y a bien sûr l'ambiance américaine. Il y avait pratiquement que des combattants de l'UFC. Ça te fait prendre confiance parce qu'il y a certains combattants de l'UFC qui sont zéro en fait. Et tu te dis, mais en fait, pour être à l'UFC, tu n'as pas besoin d'être un tueur. Ben non, pas que des tueurs à l'UFC. Hein. Il peut y avoir un mec très très nul à l'UFC qui a un contrat de 10+10, voilà, qui a 3 combats et tu peux tomber contre lui dès le début. Donc, il ne faut vraiment pas que ça fasse peur. Donc ça m'a fait permettre de prendre confiance aussi. Vraiment pas que ça fasse peur. Combattant UFC, ça veut rien dire. C'est comme dans les autres promotions, on s'en fout on s'en fout de ta ceinture, de où est-ce que tu boxes. Qui est-ce que tu as boxé? C'est ça, en fait. Tu as battu qui? C'est ça le plus important. Même à l'UFC. Tu as battu qui? Tu as combattu qui? C'est quoi ton ranking? Voilà. Maintenant, techniquement, si on veut parler techniquement, j'ai beaucoup appris parce que quand je suis arrivé, ça m'a fait un peu redescendre sur terre. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud le MMA en vrai. C'est un vrai sport. C'est pas tu fais du pied-point avec un peu de lutte et c'est bon. Non, non, non. Même le pied-point, il n'est pas pareil. Là, j'ai eu l'occasion de tourner avec des gants de MMA, d'entraînement. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Tu vois, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Et, donc, ça m'a permis de prendre conscience du chemin que j'avais à parcourir. Donc, ça a été un gros plus pour moi. Parce que c'est totalement différent que d'y aller à l'aveugle. Hein. Là, je sais maintenant l'ampleur des marches que j'ai à gravir. Donc, je sais, j'ai conscience. C'est pas je vais arriver dans la cage comme ça. Non, là, je sais que c'est un sport à part entière et c'est pas facile. Expérience bénéfique donc pardon ton expérience chez Ike. Alors tu faisais référence aux combattants UFC qui parfois ne sont pas forcément des grands combattants hein, comme tu nous l'as expliqué. Je suis sûr que tu ne fais absolument pas référence à Khabib. Khabib Non, qui vient juste de prendre ses retraites. Après son combat contre Justin Gaethje, tu as tenu à dresser des louanges à Khabib et pour toi c'était vraiment le GOAT du MMA juste après donc sa victoire face à Justin Gaethje. Aujourd'hui, il a confirmé sa retraite avec un peu de recul puisque maintenant ça fait quelques semaines. Est-ce que pour toi, Khabib c'est définitivement le GOAT vraiment sacré du MMA ou est-ce qu'entre-temps tu as peut-être changé d'avis? non, pour moi, c'est pas le GOAT parce que non, pour être le meilleur, le plus grand de tous les temps, non, il faut être complet. Khabib, il n'est pas complet. C'est un lutteur qui gagne ses combats la plupart du temps en finalisant les mecs ou alors en les emmenant au sol. Non, c'est pas le GOAT Khabib. En plus, même par rapport à son nombre de combats, si tu prends le palmarès de Georges Saint-Pierre, par exemple, il mérite déjà la place au-dessus de Khabib. Euh, Moi, je penchais plus pour un mec comme John Jones, que j'adore, qui est vraiment très complet. Là, on ne peut pas parler de lutteur, alors qu'à la base, c'est un lutteur, mais là, dans l'octogone, c'est juste terrible, même par rapport à son histoire. Plus jeune champion de l'histoire de l'organisation. Voilà, c'est incroyable. Là, c'est juste un mec qui a été talentueux. Donc, j'hésitais, et ça joue entre les deux, entre John Jones et Fedor. Parce qu'on a oublié un peu les anciens, mais Fedor, c'était juste incroyable. Bon, j'ai pas tout suivi en ce qui concerne Fedor, parce qu'à cette époque-là, je regardais pas, j'étais pas assidu dans les sports de combat, surtout dans les MMA. Mais je sais que je discute beaucoup avec Abdullah et lui, qui est vraiment là-dedans depuis le début, le commencement. Donc, il me dit que ouais, c'est Fedor. Donc, moi, je lui ferais plus confiance à lui. Moi, je dirais John Jones. Lui, il me dit Fedor. Donc, je pense qu'il a plus d'expérience que moi. Et Fedor Emelianenko, ouais, c'est lui le vrai GOAT. Mais les gens n'en parlent pas parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vraiment regardé les combats. Mais voilà. Si on devait oublier Fedor, ce serait incontestablement John Jones. Ça, on va pas se mentir. Hein.
il change de catégorie en plus. Non, c'est juste un tueur. Mais sinon, ouais, Fedor, John Jones, les deux, les GOAT. Aujourd'hui, quand on parle de John Jones, on ne peut pas ne pas parler de Francis Ngannou, qui est non seulement un ancien du MMA Factory Paris où tu t'entraînais à une époque, et aussi un de tes compatriotes puisqu'il est camerounais. Il vient tout juste de conquérir le titre des champions des poids lourds à l'UFC. Je ne sais pas si tu as pu voir les dernières images de Francis Ngannou. Il est retourné au Cameroun. Il a été vraiment acclamé par une foule très nombreuse. Son parcours à Francis Ngannou, qu'est-ce qui t'inspire toi, Cédric Doumbé, en tant que franco-camerounais, passé aussi comme lui par le MMA Factory de Paris? La fierté, parce que bon, il est camerounais et c'est bien qu'il porte les couleurs du drapeau camerounais à ce niveau-là. Donc, on est fiers en tant que Camerounais. En tant que, en tant que combattant, bon, on a suivi aussi. On a suivi, bien sûr, on a regardé et c'est bien ce qu'il a fait. Il s'est amélioré par rapport à sa première défaite contre Stipe. On a vu qu'il y avait eu du travail. On a vu que ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas le même combattant du tout. Et à cet âge-là, s'améliorer, ça prouve qu'il est allé chercher la victoire. Ça prouve qu'il est allé la chercher, qu'il en a bavé à l'entraînement. Donc ça, pour ça, respect. Donc maintenant, moi, comme on le sait, je n'ai pas besoin d'un autre combattant pour m'inspirer confiance. Je pense que j'en ai même à revendre de la confiance en moi. Donc moi, je sais que je serai champion de l'UFC. Et pour ça, je vais rejoindre Francis. Donc on arrive, la relève arrive. C'est clair, on imagine que si tu arrives à décrocher aussi une ceinture à l'UFC, tu auras droit certainement au même accueil du côté de ton pays d'origine. Alors c'est vrai que quand on parle de Cédric Doumbé, il y a deux pays qui nous viennent bien évidemment à l'esprit, c'est la France et le Cameroun. Mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi un troisième pays. Tu vois de quel pays je parle, c'est bien évidemment le Maroc. Alors c'est vrai qu'on sent que tu as une vraie attache avec les Marocains. D'où cette attache, elle te vient? Et est-ce que peut-être c'est issu de ton passage à Bruxelles? Parce qu'on sait que Bruxelles, c'est une ville où la communauté marocaine est très présente. Donc vraiment, cet amour que les Marocains ont pour toi, que tu as pour le Maroc, ça vient d'où en fait? Bon, comme je l'ai dit deux, trois fois, ça vient de ce fameux combat à Oberhausen en Allemagne contre Nicky Holzken. Donc la première fois que j'ai pris le titre. Là, comme je le disais, j'étais un peu. Non, j'étais pas un peu, j'étais clairement un fer. Comment on appelle ça? Faire Un fer valoir. faire valoir. On m'avait mis en face de Nicky Holzken en co-main event du combat de Badr versus Rico. Co-main event, pour moi, à 24 ans, c'est un truc de fou. Co-main event de Badr Ali, c'était incroyable pour moi. Mais bon, j'étais un faire-valoir dans cette soirée. Clairement, ils ont mis Cédric Doumbé pour que Nicky Holzken brille. Et moi, comme j'ai le don pour niquer le plan des gens, je suis arrivé, j'ai dit, je ne ferai pas me faire valoir, moi je vais prendre la ceinture. Et bon, les gens encore ne me croyaient pas. Et finalement, bon, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que donc je crois que le roi du Maroc avait acheté là, les droits de cette chaîne-là, pour les droits du combat pour voir la soirée. Donc je pense qu'ils avaient le Glory Collision, ils avaient acheté. Et dans le Glory Collision, il y avait quatre combats, je pense. Et donc, tous les Marocains au Maroc, tous les Marocains en Hollande, tous les Marocains à Bruxelles, en Belgique, qui voulaient assister à ce combat-là de Badr, c'est obligé de voir le mien. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment, même ceux qui arrivaient en retard, ils arrivaient presque à la fin de mon combat. Donc, Ouais. dans tous les cas, tout le monde m'a vu. Tous les Marocains m'ont vu. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc au début, je me suis fait huer, en fait, par tout le monde. Ah ok. Par tous les fans de Nicholson, en fait, dans la soirée, parce que, bon, j'avais pas... les gens ne croyaient pas en moi. Mais ce qui s'est passé, c'est au fur et à mesure que les rounds passaient, au fil des rounds premiers, deuxième, j'ai commencé à inverser la tendance. C'est-à-dire que le public a commencé à être de mon côté. Et en plus de ça, bon, tu connais mon style de combat. Je m'amuse, je nargue l'adversaire, je rigole. J'ai une boxe assez aérienne, fluide, jolie à regarder. Et ben, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à remporter le cœur du public. Et les Marocains ont commencé à me kiffer. Les Marocains ont commencé à me kiffer, ils m'ont regardé, ils m'ont soutenu parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment seul face à ce public. Parce qu'il faut dire que ceux qui étaient avec Nicholson, c'est plus des blancs hollandais. Ok. C'est vraiment les Dutch, vraiment pure souche. Tandis que tous les Marocains, ils attendaient juste le combat de Badr. Tu vois. Mais vu ils ont vu que moi, je n'avais pas de supporters et qu'il
il y avait tous ces blancs qui étaient contre moi. Et du coup, ils se sont dit, mais attends, on est avec lui, en plus, il est bon, on sait bien ce qu'il fait, il est en train de le fouetter. Du coup, j'ai commencé à récupérer tout le public marocain. Et après le combat, après cette victoire-là, j'ai reçu énormément de messages, beaucoup d'amour du public marocain, que ce soit du Maroc, des gens qui disaient, attends, t'as regardé avec mon père, il te kiffe, ma mère, elle t'a kiffé. Des fans en Hollande, pareil, qui m'ont dit, nous, on t'a tous regardé, toute ta famille était devant, mon père, il a sauté, il voulait que tu gagnes alors qu'il ne te connaît même pas. Et, et avant ça, déjà, donc je m'entraînais déjà avec Samir Marjoubi à Bruxelles, au Queensbury à l'époque. Et, euh, et bien sûr, on sait, hein, Bruxelles, c'est le RIF. Il n'y a que des Marocains à Bruxelles. Et du coup, j'ai baigné un peu dans ce monde-là avec tous mes frères marocains. Et c'est pour ça qu'il y a cet amour pour le Maroc, parce que bon, ils me le donnent, cet amour, et ils me le rendent bien, en fait, on va dire. Ouais, t'es le plus marocain des franco-camerounais. D'ailleurs, à chaque fois que je t'entends dire Sir Traoued, rien que la prononciation, je suis plié à chaque fois, Cédric, honnêtement. Je suis plié à chaque fois. Alors, on parlait de Bader Hari. Il sera de retour le 17 juillet au Glory 78 face à un Polonais, Arkadiusz. Je préfère ne pas prononcer son nom de famille pour éviter de l'écorcher. Bader, malheureusement, il reste sur une défaite face à Benjamin Adegboui. C'est quoi ton pronostic pour ce futur combat contre le Polonais Arkadiusz? Il va gagner par KO, ça c'est sûr et certain, Inch'Allah, parce que ça, c'est un combat pour lui, ça, c'est pour le remettre en selle. Hein. Il n'a clairement pas le niveau, là, Arkadiusz de Badr. Là, on parle de la légende du kickboxing et on parle d'un mec, d'un poids lourd lambda. Donc ça, c'est un combat pour le relancer. Ça va lui permettre de reprendre confiance parce qu'on sait tous qui est Badr. On connaît son niveau, même si certains critiquent. C'est le seul qui a réussi à faire ce qu'il a fait à Rico, au Glory. Personne qui a réussi à faire ça à Rico, au Glory. Donc ça prouve que c'est toujours Badr. Et il faut juste garder confiance, croire en lui, mais c'est difficile pour certains fans parce que eux, ils sont pas là dans les coulisses, ils savent pas nous ce qu'on endure. Eux, ils veulent juste voir du chaos, ils veulent que ça gagne et fin. Ils payent, ils veulent être servis. Mais on reste des êtres humains. Donc Badr, il a trébuché, mais là il s'est relevé et ça va le faire. Arcadius, qui va le fumer. Derrière, on veut voir une revanche vite, bien sûr, contre Rico pour qu'il enfin qu'il inflige à Rico ce qu'il aurait dû lui infliger déjà aux deux collisions précédentes. Et, non, et même lui, il me l'a dit. Il m'a dit, les gens parlent, mais là, je m'entraîne, j'ai fait des erreurs. Et là, je vais revenir, ça sera pas pareil. Laisse-les parler. Ça me motive encore plus, moi, les gens qui parlent pour m'entraîner. Et derrière, il va revenir. Là, il a eu récemment, il a eu des jumeaux, encore des enfants. Félicitations d'ailleurs encore. Il a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Donc, tout ça, dans la vie d'un homme, on ne sait pas, mais ça joue quand même, hein, ça influe, hein, même si on a une très très bonne organisation, un très très bon staff. Quand même, quand tu as des enfants, tu as des nouveau-nés à la maison, même quand ta femme est enceinte, c'est pas pareil, ton cerveau il est un peu ailleurs quand même. Donc alors, on est des champions, euh, on est censé concilier entraînement, enfin sport et vie de famille. On est censé dealer avec ça, mais voilà, on reste des êtres humains et on n'est pas infaillible. Donc là, il est revenu. On va voir un grand Badrari déjà contre c'est quoi son pays, ce Polonais ou je sais pas. Polonais, il est polonais, ouais. Ouais. Contre Arkadiusz. ce Polonais, on va voir un grand Badrari. Et on attend juste le combat contre Rico. C'est là où on veut le voir. J'ai une dernière question à te poser. En plus d'être un sportif et un combattant de haut niveau, tu es aussi un homme et une personnalité très engagée. Je pense que tu es l'ambassadeur de la campagne Be a Man, censé lutter donc contre les violences faites aux femmes. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de t'engager en faveur de la lutte contre la violence faite aux femmes? C'est une cause vraiment, et c'est triste en fait que j'ai à défendre cette cause-là. Parce que c'est un truc qui va de soi. Normalement, quand on élève nos enfants, on le sait ça. Mais malheureusement, non, ça ne va pas de soi. Aujourd'hui encore, en 2021, ça ne va pas de soi. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Si on regarde les chiffres, il y en a trop. Donc, moi, je voulais lutter et j'ai une audience. J'ai beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes. Je veux mettre ma notoriété au service de cette cause-là pour sensibiliser. Et c'est bien que ce soit un boxeur qui dise ça pour dire qu'en fait, être un bonhomme, justement, c'est le fait de ne pas taper. C'est le fait de ne pas être violent, d'être vulgaire avec sa femme ou avec les femmes. On connaît tous des mecs qui draguent des meufs et qui n'ont pas ce qu'ils veulent et ils commencent à être violents.
Ou alors des mecs qui vont dénigrer une fille un peu facile dans le quartier. On a tous, on connaît tous les réputations de certaines filles. Et ben, ils vont se permettre de, voilà, parce que cette fille-là a eu des dérapages, cette fille-là a eu, on a tous un passif, on fait tous des péchés, personne n'est parfait. Cette fille-là a fait des péchés et du coup, ils vont la salir, la dénigrer. Ça, c'est de la violence déjà. Et on connaît tous des gens qui ont fait ça, envoyé des vidéos, des photos, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ce respect de la femme. Il n'y a plus ce respect de la femme qu'avaient nos grands-parents, des gentlemen. Aujourd'hui, quand tu es gentleman, tu deviens un canard. Ouais. C'est péjoratif d'être un gentleman. Et c'est ça qui n'est pas bon parce que les petits grandissent avec ça. Moi, je ne suis pas un canard, je suis un bonhomme. Moi, je parle mal, je me fais respecter. Si elle parle mal, t'es fou, quoi. Moi, je suis là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même en tant que musulman, la majorité de nos frères sont musulmans. Même le bon comportement, tu vois, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur épouse. Et ça, on l'oublie, ça. On l'oublie parce qu'aujourd'hui, on vit dans la rue, on vit avec les potes. Ce qui dicte nos règles, ce sont les potes, c'est la télé, c'est Netflix, ce sont les Américains. Être un bonhomme, on a une mauvaise définition de la virilité. Virilité, être viril, c'est pas être fort, c'est pas être dur, c'est pas être un rajel, ta'sa, tu vois, c'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est être doux, c'est être humble. Tu vois, c'est être doux avec sa femme, c'est être, comment dire, c'est celui qui cesse la dispute même quand il a raison, comme nous l'a ordonné notre prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui cesse la dispute même quand il a raison, c'est ça, c'est lui qui a tout gagné. C'est difficile, mais ça se travaille. C'est comme la foi, c'est comme un muscle, ça se cultive, ça se travaille. Et si on arrête de la travailler, ça, bah, bien sûr, elle va cesser de grandir. Donc c'est important, moi je me sers de ça, de ma notoriété maintenant, même si c'est pas du Conor McGregor en termes de notoriété, mais ça va venir, Inch'Allah, et justement on pourra mettre cette notoriété à bon escient pour pouvoir sensibiliser les jeunes et même les plus vieux qui me suivent. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer non seulement à tes fans, mais aussi à mes abonnés qui vont regarder cette interview? Aux abonnés, salam alaikum wa sayyidati wa sayyidata, ana Sidris Doumbi, ولد الصحراوي comme vous savez tous. انا بطلة علم تاع كيك بوكسينغ تاع جلوري. انا ولد الصحراوي ولد بركان. Et, Pas mieux arabe que moi, Cédric. et donc, bah, merci de me suivre. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, ceux qui ne me connaissaient pas, non, je rigole. Non, ceux qui ne me connaissaient pas, bah, je suis ravi de faire votre connaissance. J'espère que je vous ai fait bonne impression. Faut pas se fier au côté comédien et faut savoir vraiment lire entre les lignes. Je suis quelqu'un de très humble et très modeste et qui n'a qu'une grosse ambition et une grosse confiance en lui. Et un message à faire passer à mes fans, bah, restez connectés. De grosses surprises arrivent bientôt. Je ne peux pas dire plus. Je peux pas dire plus, mais il y a des grosses surprises qui arrivent très bientôt. Vous savez de quoi je parle. Je suis très motivé. Gardez la foi en moi, franchement, parce que ce sont vos messages, c'est votre confiance en moi qui me booste aussi. Donc, gardez la foi, ne doutez pas. Moi, je me bats dans un premier temps pour moi, pour les miens, pour ma famille, et dans un second temps pour vous faire kiffer et pour ne pas vous décevoir. Donc, gardez la foi. On arrive fort. On va montrer au peuple que les Camerounais, les Marocains, les Français savent se battre. C'était super de pouvoir discuter avec toi. C'était la première fois qu'on a la chance de discuter et franchement, j'ai pas été déçu. Donc, encore une fois, un grand merci. Je te souhaite beaucoup de succès. On se tient au courant hein, concernant ton prochain move en espérant que ce soit du côté de l'UFC. De toute façon, on reste informé. Il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Bon courage si tu vas t'entraîner aujourd'hui et à la prochaine. Merci, Barclay. À la prochaine.